C'est l'heure de l'information sur Eden TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce qui concerne l'information de ce soir, lors du Conseil des ministres du 27 juillet dernier, le gouvernement béninois a décidé de faire une demande de restitution du patrimoine dahoméen, puis pendant la période coloniale, pillé plutôt pendant la période coloniale. Mais quels sont les objets visés, la faisabilité de leur restitution et leur conservation au Bénin? Élément de réponse dans cette édition. Depuis le demain, 1er septembre, une partie du globe terrestre dont l'Afrique connaîtra une éclipse solaire. Que peut-on comprendre en ce qui concerne ce phénomène? Vous suivrez dans ce journal les explications de Placide Clédio. Le suspense est terminé au Gabon avec la proclamation des résultats qui donne comme élu Ali Bongo Ondimba. Nous en parlerons dans cette édition. Voilà pour le sommet, la suite c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Demain, 1er septembre, je vous l'annonçais en titre, une partie du globe terrestre dont l'Afrique connaîtra une éclipse solaire, un phénomène astronomique lié au mouvement de certains astres comme le Soleil, la Lune et la Terre. Que peut-on comprendre de ce phénomène et de tout ce qui en résulte? Suivons ici les explications de Placide Clédio. Il est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Il est au micro de Corneille Aïssé et Romaric de Vauchy. L'éclipse solaire, c'est en fait l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre dans un même axe. Alors, lorsque les trois là s'alignent, comme la Terre tourne autour du Soleil et la Lune autour de la Terre, donc il arrive que les trois là s'alignent dans le même axe. Là, l'ombre de la Lune est projetée sur la Terre. Et là, ça empêche ceux qui sont sur la Terre en cet endroit-là de voir, il y a obscurité, et ça qui est éclipse solaire. Donc, on voit que la Lune passe dans l'axe du Soleil. Et ça se voit direct. Ceux qui sont sur la Terre peuvent vraiment l'observer, mais pas à l'œil nu. Donc, c'est ça qui est. Ce qui va se passer maintenant le demain, c'est exactement ce que nous allons avoir. L'éclipse ne serait pas totale. Il ne fera pas nuit, comme on a eu la fois passée en 2006 où on est parti jusque vers Boïcon et autres, là, ça va pour pouvoir mieux observer. Pour demain, ça va commencer à partir de 8h30 et le temps maxi de couverture, c'est pendant 3 minutes au plus. Et ça va commencer par décaler encore. Donc, il y aura une petite portion, vous voyez, autour là. Et ce qui fait qu'il y aura toujours la lumière sur la Terre et au Bénin. Et donc on va vraiment l'observer comme ça. En 2013, on a eu l'éclipse et on a acheté des lunettes pour observer. Ces lunettes ne doivent pas être utilisées pour 2016. Je le dis parce qu'il se peut que dans la conservation, qu'il y ait des égratignures. L'œil ne peut pas vraiment voir. Donc pour éviter ça, acheter d'autres lunettes à la pharmacie. Il ne faudrait pas utiliser les mêmes lunettes. Il faut changer, il faut aller acheter d'autres lunettes pour cette année. À chaque éclipse, il faut changer de lunettes en fait, pour éviter que la rétine soit brûlée. Lorsque vous regardez directement l'éclipse solaire, ça brûle votre rétine. Donc vous serez aveugle après. Avis aux curieux qui voudront bien regarder l'éclipse demain. Le gouvernement béninois a décidé lors du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 de faire une demande de restitution du patrimoine dahoméen pillé pendant la période coloniale. Un patrimoine composé de plusieurs objets qui se retrouvent aujourd'hui dans les collections nationales de certains pays comme la France. Et cette décision a conduit récemment au Bénin le président du Conseil représentatif des associations noires de France qui a discuté avec les autorités du Bénin des voies et moyens pour parvenir à cette restitution. À ce propos, notre rédaction s'est rapprochée, bien sûr, s'est rapprochée plutôt de quelques experts de l'art au Bénin pour en savoir davantage sur les objets visés, de la faisabilité de cette restitution et leur conservation dans notre pays. Frégis Serroulan, Romaric de Vauchy, Cyril Agbo. Une décision et une volonté politique longuement attendue par ceux qui s'intéressent aux questions du patrimoine béninois, la demande de restitution des biens patrimoniaux du Dahomey pillés par la France lors de la conquête coloniale.
Et c'est le gouvernement de Patrice Talon qui a exprimé ce désir de reconstitution de l'histoire du Bénin. Joseph Adandé, ancien professeur invité au Musée de l'Homme en France de 1989 à 1991, parle des œuvres concernées. Le musée d'ethnographie du Trocadéro, puis le musée de l'Homme, avaient dans leur réserve même la terre d'Abomey, les œuvres de cour, les trônes, les sièges, les parasols, les éventails, les porte-pipes, les bottiots, etc., etc. Les bottiots, la collection de bottiots qui se trouve au musée de l'Homme est impressionnante. Elle a été collectée par Merlot. Le Bénin, qui s'est inscrit depuis le 27 juillet 2016 dans le registre des rares pays colonisés, a demandé le rapatriement de son patrimoine culturel. Pourra-t-il aisément obtenir satisfaction? La France doit restituer. C'est un patrimoine qui a été mal acquis. Donc je pense que la France est prête à faire cette introspection et à réfléchir sur la légitimité des choses. Désigner par exemple une commission française de 35 experts à peu près, me semble-t-il, qui peuvent déclasser un objet entré dans le patrimoine français. Et donc lorsque l'objet est déclassé, il peut être restitué. Je pense qu'il y a cette possibilité-là. Mais il y a également des lois spéciales. Dans le cas par exemple de l'avenue Sotantout, c'était une loi spéciale qui a été prise pour pouvoir restituer donc les restes de Saatchi Bathman à l'Afrique du Sud. Au sein même des universitaires et intellectuels français, il y en a quelques-uns qui étaient favorables depuis plus de 20 ans, depuis les années 90, à une telle action. Depuis le renouveau démocratique au Bénin, en effet, des tentatives de restituer au Bénin certains de ses biens patrimoniaux n'ont pas manqué. En 2006, c'est l'État béninois et l'État français qui avaient décidé de faire revenir les collections dahoméennes dans le patrimoine français au Bénin. La Fondation a été le partenaire technique et c'est la Fondation qui a organisé et qui a financé intégralement l'exposition. Il y a 250 000 personnes qui sont venues les voir. Les trônes des rois, les récades. À ce moment-là, le Quai Branly a parlé de prêt à long terme en disant est-ce que ces objets, est-ce que vous voulez les garder pour 30 ans? Est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse à ça et qu'on mette ça en place? Et le Bénin n'a pas donné suite. Le professeur Guillard avait déjà proposé à notre pays de récupérer un des trônes. Je pense qu'il voulait céder celui de Glélé, justement. J'ai pris conseil à l'époque parce que c'est à moi qu'il avait été demandé de voir la faisabilité de la chose. Nos musées, ils ne semblaient pas prêts à recevoir une telle pièce. Et aujourd'hui encore, la situation n'a pas changé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un musée capable d'accueillir tout ça. Mais le musée d'Abomey peut déjà en recevoir une bonne partie. Quant à la Fondation Zinsou, qui travaille depuis 11 ans sur le partage de la culture au Bénin, même si elle estime que la conservation des biens patrimoniaux relève de la responsabilité de l'État, elle reste disponible si on la sollicite. Donc naturellement, la Fondation se mettra à disposition du gouvernement si besoin est. Suite à cette demande de rapatriement des biens patrimoniaux qui implique leur conservation, protection et partage, c'est à un renouvellement de l'institution muséale du Bénin que veut s'atteler le gouvernement de Patrice Talon. Du côté d'Abomey-Calavi, les conseillers de la commune ont choisi au libre domicile à l'arrondissement de Glodjibé ce mardi pour la réunion de municipalité comptant pour ce mois d'août. C'est un hôte de marque, le préfet de l'Atlantique, qui a ouvert les travaux en compagnie de Georges Bada, maire de la commune. Le point avec Antoinette Sagbo et Romaric de Rouchy. S'enquérir de l'évolution des travaux à la base, se rapprocher de sa population demeure le leitmotiv du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. À l'instar des autres arrondissements de la dite commune, c'est le tour de Glodjibé d'accueillir les travaux de séance de municipalité. Un moment propice pour les chefs de village, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement de présenter aux autorités communales les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. À l'occasion, le chef d'arrondissement de Glodjibé a formulé quelques doléances à l'assise. La construction d'un marché moderne, si possible en hauteur à Glodjibé, pour satisfaire les besoins des usagers dont l'effectif n'est plus à démontrer. Le règlement des problèmes de limites frontalières, source d'interpénétration dans les territoires et de conflits y afférents au cours des travaux de lotissement. Le reprofilage des voies reliant nos différents villages et celles des dessertes rurales. L'électrification de nos villages
demeure une préoccupation pour les populations et les conseillers locaux. Sa réalisation fera de notre arrondissement une digne cité dortoir de la commune d'Abomey-Calavi. D'autres chefs d'arrondissement ont salué l'initiative du maire de décentraliser les réunions du genre. Mes impressions sont bonnes, c'est la preuve de la vitalité de la démocratie dans un premier temps et de la décentralisation proprement dite au niveau donc de nos communes. Après avoir écouté le message des élus locaux, le maire Georges Bada invitera ses collaborateurs à travailler pour le rayonnement de la commune. Votre présence ici ce matin témoigne de ce que chacun de vous a pris la mesure de la mission dont il a été investi de la part de notre population. Aussi, voudrais-je vous exhorter à plus d'ardeur et d'abnégation pour que nous gagnions ensemble le pari de la bonne gouvernance dans notre chère et belle commune d'Abomey-Calavi. La présente séance, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la gestion courante de la commune et nous donne chaque mois l'occasion de faire le point de nos différentes actions en faveur de la population de notre chère commune, puis de reprendre de nouvelles résolutions en vue de l'atteinte de nos objectifs. La séance de municipalité pour le compte du mois d'août a connu une touche particulière. La présence du préfet de l'Atlantique qui a saisi l'opportunité pour féliciter et exhorter le conseil communal à continuer dans cet élan d'arrondissement tournant. Des recommandations sont également émises pour faciliter la résolution des différents problèmes que rencontrent les élus locaux dans leurs tâches. Hors du Bénin, Ali Bongo Ondimba est réélu président du Gabon pour un second mandat avec 49,80% des voix contre 48,23% pour son rival Jean Ping, selon le ministère de l'Intérieur. Le taux de participation s'élève à 59,46%. L'opposition conteste le score de l'élection et des heurts ont lieu en ce moment dans certains quartiers de Libreville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Entre juin et août 2016, plus de 800 migrants africains qui voulaient rejoindre l'Europe par la Libye et un groupe de passeurs ont été arrêtés au Soudan, près de la frontière libyenne, selon une déclaration des responsables des services de sécurité soudanaises. Commentaire. Au total, 816 migrants ont été arrêtés au Soudan alors qu'ils tentaient d'entrer en Libye, un pays situé à 300 km des côtes européennes. Plusieurs migrants empruntent cette trajectoire pour traverser la Méditerranée, ont déclaré à des journalistes des responsables de l'armée et de la police soudanaise. Parmi les personnes interpellées figuraient 347 Érythréens, 130 Éthiopiens et 90 Soudanais. Les migrants ne sont pas les seuls chercheurs d'asile, les groupes de passeurs en font partie. Un des leurs a été arrêté après des heurts avec les forces de sécurité qui ont coûté la vie à 2 soldats et un officier près de la frontière libyenne. Il faut noter que des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentent quotidiennement de rejoindre la Libye, d'où ils embarquent pour une dangereuse traversée vers l'Europe. Lundi, environ 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye, un chiffre record selon les gardes-côtes italiens. Le Burundi est de plus en plus isolé. Depuis le 6 août, Bujumbura, la capitale du Burundi, a décidé de fermer sa frontière avec le Rwanda au transport en commun pour protéger les populations. Bien avant cette décision, les autorités burundaises avaient également interdit fin juillet l'exportation de produits alimentaires avec les pays étrangers. En cause, le risque d'une pénurie engendrée par la sécheresse. Une ville frontalière prise en étau entre le Rwanda et le Burundi, aux relations diplomatiques difficiles. Le commerce tourne au ralenti à Ayanjaru depuis 2015, quand le président burundais s'est présenté à un 3e mandat controversé, accusant le Rwanda de soutenir la rébellion. Le Burundi a interdit aux bus de franchir les barrières, officiellement pour des raisons de sécurité. Les voyageurs doivent maintenant traverser la frontière à pied. Depuis cette interdiction, le prix du trajet a beaucoup augmenté. Maintenant, pour faire un aller-retour, ça coûte 20 000 francs rwandais, alors qu'avant, ça ne coûtait que 12 000. Fin juillet, le Burundi a également interdit l'exportation de produits alimentaires, disant craindre une pénurie à cause de la sécheresse. Une décision qui touche surtout les petits commerçants.
Notre commerce a été très affecté par la décision du Burundi. Nos principaux clients venaient du Burundi et traversaient la frontière pour acheter nos produits. Mais certains ont trouvé des astuces pour faire passer quelques marchandises au noir et survivre. Je cache un peu de riz sous mes vêtements et je passe la frontière. Au Rwanda, les prix des denrées alimentaires ont déjà augmenté. Le gouvernement a qualifié la décision du Burundi d'illégale, car contraire au statut de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Brésil, Dilma Rousseff a été destituée ce mercredi par une majorité de plus des 2/3 requis des sénateurs pour maquillage des comptes publics au terme d'une procédure juridico-politique controversée. La décision était attendue, elle n'en est pas moins fracassante. Après 6 jours de procès et des dizaines d'heures de débat, il faut le dire, le Sénat brésilien a voté ce mercredi la destitution de la présidente Dilma Rousseff, et bien qu'il reconnaisse coupable de maquillage des comptes publics. À la question, Dilma Rousseff a-t-elle commis un crime de responsabilité? 61 d'entre eux ont répondu oui, 20 non. La présidente est donc définitivement écartée du pouvoir sans toutefois perdre ses droits civiques. Les sénateurs ayant voté contre l'interdiction d'exercer pendant 8 ans dans la fonction publique. Son vice-président et rival, Michel Temer, qui assure déjà l'intérim à la tête de l'État, est ainsi confirmé à la présidence jusqu'en 2018, date des prochaines élections, et prêtera serment dans les heures qui viennent avant de s'envoler vers la Chine pour participer à un sommet du G20. Les cas de choléra ont ressurgi dans plusieurs communes à Haïti. Dans la commune de Carrefour, près de Port-au-Prince, les malades ne disposent d'aucune intimité dans le centre de traitement de la maladie. Commentaire. Aucune séparation entre les lits de camps recouverts de bâches plastiques pour ces hommes, femmes et enfants regroupés dans un ancien hangar au centre de traitement du choléra de la commune de Carrefour près de Port-au-Prince. Vu le nombre croissant des malades, les équipes médicales s'inquiètent surtout du manque de moyens financiers, ce qui a des répercussions terribles sur la santé des patients. Il faut rappeler que le manque d'hygiène, eau non traitée, repas mal préparés, latrines insalubres sont essentiellement les causes du choléra. Pour éradiquer le mal, une équipe médicale se rend au domicile des porteurs de l'épidémie pour procéder à une décontamination des lieux avec une solution chlorée pour tuer la bactérie afin d'éviter aux voisins d'être contaminés. Dans un petit village rural en Haïti, l'opération ne passe pas inaperçue. Les travailleurs humanitaires rappellent aux populations les consignes d'hygiène à suivre. Cette sensibilisation constitue pour le moment l'unique action pour contrer l'épidémie. Au moins 800 000 Haïtiens ont été contaminés de l'épidémie depuis octobre 2010. Les casques bleus népalais sont en partie responsables de l'introduction du choléra dans le pays, a reconnu l'Organisation des Nations Unies. En Corée du Sud, où les canons de l'esthétisme déprimeraient même les Barbies historiques, un mannequin tente de convaincre les grandes tailles qu'il n'y a pas besoin d'être une crevette pour être bien dans ses baskets. Longiligne, mince, voire maigre. En Corée du Sud, les canons de beauté sont des plus stricts et pour certaines, ils sont carrément étriqués. Viviane Kim fait 1m65 pour 70 kg. C'est l'un des rares mannequins dits de grande taille du pays. C'est comme si les célébrités et les starlettes qu'on voit dans les médias étaient devenues les normes de minceur et de beauté. Et que n'importe qui d'autre qui ne serait pas aussi mince est considéré grosse et moche. Viviane a pourtant réussi à percer dans une industrie qui ne voulait pas vraiment d'elle. Elle a notamment créé un magasin en ligne de vêtements grande taille. Pour ses clientes, c'est un bol d'air dans une société particulièrement conformiste. Un jour, à l'époque où je pesais 85 kilos, j'étais dans le bus avec ma mère et elle m'avait demandé de descendre pour prendre le prochain parce qu'elle avait honte de moi. Elle était gênée que je l'appelle maman en public. Si le marché est une réalité, les marques sont réticentes à employer des mannequins grande taille. Elles le resteront à moins d'un changement radical des mentalités. Pour y arriver, il va falloir que les marques de vêtements et le monde de la mode changent et les intègrent de manière plus professionnelle, plutôt que de juste les engager pour des événements sans lendemain ou pour avoir un côté fun. Viviane doit aussi batailler pour se faire une place sur les réseaux sociaux
et faire face aux nombreux internautes qui la traitent, pour les plus polis, de grosse. La jeune femme s'en moque, elle n'a jamais eu besoin des autres pour penser qu'elle est belle, elle le sait. Dans la jungle de Bornéo, une école pour orang-outans orphelins. Dans un refuge indonésien, des singes passés près de la mort réapprennent à vivre dans leur environnement naturel où ces grands singes d'Asie n'ont jamais été aussi menacés. Reportage. Budi et Joss sont sur le chemin de l'école des orang-outans. Dans ce refuge de l'île indonésienne de Bornéo, ces orphelins apprennent à vivre avec leurs semblables, se défendre et se nourrir. Un apprentissage indispensable avant d'être rendus à la jungle où ces grands singes d'Asie n'ont jamais été aussi menacés. Les orang-outans arrivent ici dans toutes sortes d'états, allant des blessures par balle à la malnutrition. Victimes du braconnage et de la déforestation, il ne reste qu'un peu plus de 100 000 orang-outans à Bornéo, soit 3 fois moins que dans les années 70. En juillet, l'Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré l'espèce en danger critique. Il y a un véritable risque que l'orang-outan de Bornéo disparaisse, d'abord dans la nature en tant qu'espèce fonctionnelle et en tant que membre de l'écosystème d'ici quelques dizaines d'années. C'est vraiment inquiétant. La plus grande menace pour ces singes, le défrichage pour planter des palmiers à huile ou faire de la pâte à papier. L'an passé, plus de 2,5 millions d'hectares de forêt tropicale sont partis en fumée. En ce qui concerne la réintroduction, le plus grand problème pour nous consiste à trouver un habitat sûr dans lequel relâcher ces orang-outans. Le gouvernement indonésien promet des mesures contre ces incendies délibérés, notamment en imposant de lourdes amendes aux grandes entreprises impliquées. On ne peut pas se permettre de laisser ces zones protégées sans surveillance. Tout terrain, avec un tel potentiel de conservation, doit être surveillé de très près. Les primates du refuge de Bornéo ne seront relâchés qu'une fois capables de se nourrir seuls et d'éviter les prédateurs. Une lutte pour la survie qui ne fait que commencer dans une jungle qui ne cesse de rétrécir. C'est ici que se referme cette édition réalisée par Sabin Tchodaton. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet, l'adresse www.benin-eden.tv. Ne ratez surtout pas le rendez-vous de demain. C'est Matin d'Eden, c'est à 7h. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous. Bonsoir.